Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous le suivez de partout sur toutes les plateformes digitales, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui reçoit aujourd'hui un éminent acteur politique, comme d'habitude. Un nouveau numéro avec un nouvel invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, le député national Freddy Mbakata. Il est député national élu de Tchangou, il est du Palou et aujourd'hui il est également de l'Union Sacrée. Honorable, bienvenue. Bien, merci. Merci de nous accorder votre précieux temps. Ok, merci beaucoup, Padego. Honorable, d'entrée de jeu, nous allons parler de la situation politique de notre pays dans toutes ses facettes. Mais bien avant, je voulais commencer avec vous. Vous êtes député national, vous êtes aujourd'hui en vacances parlementaires. Dites-nous comment déjà ça se passe, bien qu'en cours, mais aussi quels sont les déshydratats de votre base et comment vous comptez vous y prendre. Bien, écoutez, comme vous le savez, moi je suis un élu de la ville de Kinshasa, spécialement dans le district de la Tchangou. Nous, on est au quotidien avec notre population. Nous sommes au courant des problèmes de la population, que ce soit des problèmes individuels, que ce soit des problèmes communautaires. Nos bases nous contactent et nous interactons avec eux directement et chaque jour. Donc, aller en vacances parlementaires ne change rien. Plutôt, on est beaucoup plus permanent maintenant avec eux. Donc, nous connaissons les problèmes de la population. Par exemple, nous à Tchangou, quel est le problème que nous connaissons? C'est d'abord un problème commun, un problème d'embouteillage. Pour vous rendre à Tchangou, vraiment, c'est vraiment récurrent. Voilà, c'est très difficile. Moi-même, je vais vous donner une anecdote. Je suis une fois parti de chez moi dans la province du Kwango, de Kenge, à 265 km de la ville de Kinshasa. Je fais 3 heures de Kenge jusqu'à l'aéroport de Ndji. 3 heures de route. 3 heures de route. Mais pour traverser l'aéroport de route, pour traverser la Tchangou et arriver chez moi à Mimouze, en Galien, où j'habite, je fais 4h30. Voilà. Donc l'embouteillage, c'est l'un des problèmes vraiment très aigus dans la ville de Kinshasa, surtout à Tchangou. Dieu merci qu'il y a des sauts de moutons maintenant. Ça dégorgeait un peu. Mais ça n'a pas résolu définitivement. Désengorger un peu la circulation, mais ce n'est pas encore total. Il y a beaucoup d'autres efforts qui doivent être fournis. L'autre problème aussi, c'est l'eau. Il y a des quartiers où vraiment il n'y a pas de l'eau potable. L'eau ne coule pas. Les gens doivent puiser l'eau dans des puits. C'est une eau qui n'est pas potable, qui n'est pas hygiénique. Et ceci entraîne des maladies hydriques, des dysenteries, des amibiases, si vous voulez, des fièvres typhoïdes, des diarrhées, qu'est-ce que vous voulez. Un autre problème, c'est l'électricité. La desserte n'est pas bonne. Il y a des endroits où quand vous arrivez, les enfants n'ont jamais vu l'électricité. On se demande s'ils vivent dans la ville de Kinshasa ou pas. Bon, les problèmes des infrastructures scolaires, parce que Tchangou va plus loin, jusqu'à
à Mongata, c'est là où la ville de Kinshasa se termine. Donc là-bas aussi, quand vous voyez des écoles qui sont dans la périphérie, les enfants se soient même le sol ou quoi là, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Les infrastructures sanitaires, les infrastructures de l'État, il faut partir de la Tchangou pour aller voir un premier hôpital général et situé peut-être dans la commune de Kinshasa ou ailleurs. Donc voilà les quelques problèmes que nous avons. Bon, le problème de la nourriture, tout coûte cher actuellement, les prix s'envolent, comme les prix du carburant montent, donc tout ça. Et nous à Kinshasa, on est malheureux parce que parfois nos électeurs exagèrent. Il a un problème personnel du décès. C'est vous, notre député, vous devez enterrer, vous devez contribuer. Il y a l'enfant qu'on a chassé de l'école. Si tous les enfants, avant de passer les examens d'État, on nous a assiégés, papa, ceci, cela. Si par hasard, cet électeur est de votre coin, originaire de chez vous, vous envoyez de toutes les couleurs. Donc voilà un peu les principaux problèmes qui nous assaillent. Mais il y en a d'autres peut-être que je n'ai pas cités, mais ce sont des problèmes que nous rencontrons nous tous dans notre vie quotidienne. Nous allons y revenir, honorable, parce qu'en vous entendre parler, apparemment les problèmes sont généralisés. Nous allons y revenir, justement, on les met entre guillemets. Mais honorable, dites-nous, vous êtes député national, vous êtes au Parlement, quel bilan dressez-vous de votre législature, bien qu'aussi en cours, il est mitigé, il est positif? Quel bilan dressez-vous? De toute la législature. D'abord. Oui, mais le bilan est très positif. Le bilan est très positif. Au début, avec la présidence de Mme Mabunda, c'était un peu mitigé. Ça boitait. Bon, ça boitait, c'était l'opacité. Bon. Mais je la comprends. Elle est d'une autre école politique. Une école où tout était centralisé, les chefs du parti, le ceci, le cela. L'autorité morale. Voilà, elle n'avait pas tellement peut-être de main libre, elle devait suivre la ligne du parti. C'est ce qui est différent de l'actuel bureau, dirigé par Bosso. Oui, avec le président Bosso, c'est vraiment... Vous vous retrouvez? Très bien, c'est un éclairage très net. C'est comme si on était parti du noir à une lumière. Bon, se dirige de main de maître, bien sûr. Parce que Bosso vous facilite les choses. Oui, le contact est facile avec lui. On le voit d'ailleurs, on l'appelle Joe Biden. Quand il vient, il communie avec la salle, on l'applaudit. Quand vous avez un problème, vous le voyez même en privé, tant que faire se peut, il apporte des solutions. Comment? Il est disponible. Il est disponible. Si ce n'est pas lui-même, il vous oriente vers d'autres collègues qui travaillent avec lui. Donc là, c'est déjà la différence entre l'ancien et les nouveaux bureaux. Oui, et puis il vous dit... Parce qu'on allait vous poser cette question. Il vous explique ce qu'il compte faire. Quand il a des difficultés, nous avons des commissions qui vont le rencontrer. Il vous répond et quand il vous donne sa parole, il l'accomplit. Donc on est très fiers avec le bureau actuel, spécialement avec le président Bosso. Nous l'aimons beaucoup. Nous avons l'espoir que nous allons atterrir avec lui. Ok. Voilà. Alors vous avez jugé bon, positif, plutôt honorable, votre législature, bien que ça va se clôturer d'ailleurs dans quelques mois. C'est sur base de quoi? Est-ce que vous avez voté de loi qui était bénéfique pour le peuple congolais? Mais oui, nous avons voté des lois qu'il fallait. Spécialement, comme quelle loi, honorable? La loi sur les élections. La loi électorale. Qui venait d'être promulguée le 29 juin par le président de la République. Une loi qui est récusée par l'opposition. Mais la loi, si je vous dis, la première mouture, les documents, si vous voulez, martyrs sur lesquels nous avons travaillé, est parti de l'opposition. C'était l'honorable Lutundula, autrefois l'opposition, qui était à la base de cette loi.
Souvenez-vous du groupe des 13 qui s'était accaparé de cette loi et qui avait vu tout le monde. Et c'est eux, le Parlement, le bureau actuel, a autorisé le groupe des 13. Ah, vous avez juste les utilisés, mais en réalité, vous n'avez pas aussi pris en compte toutes leurs propositions. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ce ne sont pas de professeurs d'université qui étaient là devant leurs élèves pour que les étudiants ou les élèves puissent gober la matière. Il fallait que la démocratie ils ont réfléchi, ils ont défendu en plénière et la plénière, les députés individuellement ont rétorqué, ont demandé des changements et la loi est partie à la commission PRG et c'est revenu. Nous l'avons adopté en première lecture, elle est partie au niveau du Sénat, ça a été adopté donc au niveau de tout le Parlement, ça a été accepté. Et d'ailleurs, vers la fin, le groupe des 13 a boudé. Le groupe des 13 est sorti de la salle pour dire que nous ne nous retrouvons pas par rapport à notre loi initiale. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne devraient pas venir. Voilà, nous, groupe des 13, nous sommes des savants. Nous avons passé ceci et cela à la lettre. Non! Nous sommes, nous aussi, tous des penseurs, des intellectuels. Chacun a réfléchi. Et là où il y avait beaucoup de discussions, on est passé au vote. Et c'est un parlement démocratique. Enfin, la majorité, oui, la majorité en a décidé ainsi. Donc voilà, c'est une loi importante. Et à part la loi électorale, y a-t-il d'autres lois? Oui, il y en a beaucoup d'autres lois. Par exemple, l'honorable Eliezer est revenu avec une loi des sages-femmes qu'on a adoptée. Il y a beaucoup d'autres lois sur le domaine, sur le plan juridique, les lois qui dataient même de 1948 ou quoi là, qu'on devrait réajuster. En tout cas, il y a plusieurs lois, je ne peux pas les citer toutes, mais nous avons très bien fait et nous avons opéré aussi notre contrôle au niveau du gouvernement. Le contrôle parlementaire. Oui, c'est peut-être là. Fait comme il s'est dévé, honorable. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait et vous savez, il y a un ministre qui aujourd'hui ne siège plus parce que de l'économie, parce qu'il a été désavoué au niveau du Parlement. Vous savez que le gouvernement de Ilunga était tombé aussi au niveau du Parlement. On a désavoué. Vous savez, Mme Mabound elle-même, c'est au niveau du Parlement. Donc, d'une façon démocratique, nous avons exercé notre devoir. Et puis, aussi, je dois vous dire, avec le Parlement actuel, les députés nationaux n'est pas prisonnier de son autorité morale. L'autorité morale a dit ceci, a dit cela. Non, le député aujourd'hui, il est libre, il peut dire non, l'autorité morale a dit ceci. Moi, je n'obéis pas à cela. En tout cas, ma conviction personnelle m'oblige à dire ce que je dois dire, nonobstant à ce que l'autorité politique peut penser. Voilà, ça sont des avancées très significatives. Honorable, on a l'impression que sur le contrôle parlementaire, apparemment, vous n'avez pas, je ne dirais pas bien fait le travail, mais on dirait que l'IGF s'est accaparé de vos missions, ou allais-je dire, de votre mission, voilà, sur les contrôles parlementaires. Apparemment, il a beaucoup plus travaillé que vous. Bon, vous savez, il y a toujours, depuis un certain temps, eu un parlement dans notre pays. Nous sommes à la 3e législature. Le parlement a toujours été là. Tout comme l'IGF. Mais l'IGF dormait. Personne n'entendait parler de l'IGF. Il s'est réveillé. Bon, actuellement, il y a un responsable. Et grâce au président de la République, les services dépendent maintenant de la présidente de la République qui a donné beaucoup de pouvoir à M. Aliguete, je crois. À l'IGF, oui, le responsable de Aliguete, oui. Aliguete, oui, Gilles, et qui travaille librement. C'est ça. Ça réveille la conscience populaire. La population qui n'était pas habituée à ça, on croit savoir que l'IGF fait plus que le Parlement. Non, oui, l'IGF fait ce qu'il doit faire. Nous faisons ce que nous devons faire. Et au finish, les documents finissent devant les cours et les tribunaux. Parce que même nous constatons ce qu'il y a, s'il y a des détournements, nous dénonçons. Si c'est un ministre ou un mandataire, il est déchu de ses fonctions
Mais au finish, si on doit les poursuivre, c'est ça devant les cours et les tribunaux, l'IGF même. Donc, il n'y a pas de confusion là-dessus. Nous sommes contents et fiers de ce que l'IGF fait aujourd'hui. C'est un travail complémentaire. Ça devrait être comme ça depuis très longtemps. L'IGF est venu réveiller la peur du gendarme. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un gendarme qui surveille, qui voit, et c'est très positif. Merci beaucoup, honorable. On va passer à la deuxième thématique de cette émission. On va parler beaucoup plus les questions de l'Est, disons les questions sécuritaires. Vous le savez, c'est un secret des polichinelles. L'Est du pays souffre, menacé. Nos frères et sœurs sont morts au jour le jour. Pas plus tard, hier et aujourd'hui, la population est descendue dans la rue pour réclamer le départ de la MONUSCO. Comment d'abord vous appréciez ce courage pris par la population, mais également comment est-ce que vous appréciez également les actes que la population a posés en vandalisant les bureaux de la MONUSCO? Bon, d'abord, si je dois commencer par la MONUSCO, et après on viendra par l'insécurité. Je condamne en tant que responsable politique, en tant que député national, je condamne les actes posés par notre population. Mais de l'autre côté, je comprends aussi. Qu'est-ce que vous comprenez? La MONUSCO a un mandat bien défini par les Nations Unies. Le commun des mortels ne connaît pas exactement le mandat de la MONUSCO. Pour le commun des mortels, ce sont des militaires étrangers qui sont venus. Ces militaires doivent nous sécuriser. Ils ne peuvent nous sécuriser qu'en prenant des armes et en combattant côte à côte avec notre armée. Tant qu'ils ne le font pas, les militaires se demandent pourquoi ils sont là. Et surtout, il y a eu des cas malheureux où les ADF ont tué les gens en les égorgeant à quelques mètres du bureau de la MONUSCO. Alors pour la population, non. La MONUSCO est complice. Ce n'est pas la première fois. À l'époque de la MONUC aussi, nous vivions ces actes pareils. Et ce qui est un ras-le-bol pour la population maintenant, c'est la situation de M23 Bunagana. Hein, tu vois, la population d'abord s'est révoltée. La population, combien de fois la population n'est-elle pas partie jusqu'à la frontière, la grande et la petite barrière à Goma, Ruzizi 1, Ruzizi 2, voulant entrer même au Rwanda pour en découdre avec la population rwandaise. Donc c'est un ras-le-bol. Ça traîne. Les militaires sont là depuis plus de 20 ans. On ne trouve rien. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Et souvenez-vous aussi, même au niveau de notre sphère politique, que ce n'est pas la première fois. À l'époque du président Kabila, il demandait déjà le retour de la MONUSCO. Donc moi je pense que c'est le mandat de la MONUSCO qui n'est pas très bien compris par la population. Et les Nations Unies doivent changer le mandat de la MONUSCO, le mettre, si vous voulez, au même diapason que les événements politiques que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Il y a l'insécurité, les pays agressés, il y a la guerre, il y a ceci et cela. Il faut que les militaires de la MONUSCO viennent, qu'on les voit au four et au moulin, à côté de notre armée pour combattre. Tant que ceci n'est pas bien fait, la population peut en arriver là. Même votre propre enfant à la maison, si vous l'affamez involontairement parce que vous n'avez pas de moyens, le premier jour il peut vous respecter, le second jour, le troisième jour, vous l'appelez et il ne viendra pas, il ne vous répondra pas parce que vous n'êtes pas un papa, vous ne remplissez pas vos devoirs correctement. Donc c'est ça. Je condamne, mais je... Mais honorable, on parle également de l'instrumentalisation de la population parce que tout semble commencer après les passages du président de la CENI et plutôt du Sénat, Modeste Bahati, qui a douté de la capacité de la MONUSCO pour sécuriser la population
leurs biens. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Est-ce que c'est pas ça le passage? C'est pas en fait l'élément déclencheur, allais-je dire, les passages ou les discours tenus par les présidents du Sénat qui est considéré aujourd'hui comme la goutte d'eau qui a débordé les vases? Oui, j'ai ouï dire cela. J'ai ouï dire cela, et si ceci est vrai, c'est très grave parce qu'un responsable de sa trempe, de son niveau, ne devait pas tenir de propos pareils. S'il y a des choses qu'il ne comprenait pas très bien ou qu'il ne comprend pas très bien, il pouvait interpeller les responsables de la MONUSCO et leur poser des questions. Dire à la place publique qu'ils ne sont pas à la hauteur de vous protéger, ceci, cela. C'est comme jeter de l'huile au feu. Mais Badim Kobo n'est pas n'importe qui, c'est un chef de corps du pays. Est-ce que c'est pas... Il n'a pas été autorisé au niveau du pays. Autorisé par qui? Pour transmettre ces messages, étant donné qu'il n'est pas n'importe qui. Autorisé par qui? Non, je ne crois pas. Parce que qui est au-dessus de Bahati? Au-dessus de Bahati, il n'y a que le président de la République. La preuve en est que si le président, pour une raison ou une autre, n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions, c'est Bahati, le président du Sénat qui va le remplacer. Donc il était conscient. Donc si c'était le président de la République, le président de la République allait le dire lui-même. C'est pas lui-même par les voix qui sont à sa disposition, en utilisant les voix qui sont à sa disposition. Et le bénéfice de notre président de la République, tu vois, à l'époque, quand le M23 se faisait, quand le M23 agissait, c'était un problème qui était singularisé, les rebelles congolais avec leur gouvernement. Mais aujourd'hui, notre président, et ça c'est à son actif, il faut qu'on le dise clairement, a amené le dialogue à un très haut niveau. Le président dit non, ce n'est pas vous. Vous, le M23, de vous-même, vous ne pouvez pas avoir l'équipement que vous avez aujourd'hui pour nous tenir. J'ai affaire à l'armée rwandaise. J'ai affaire au Rwanda. Et vous voyez, maintenant c'est le président Kagame qui négocie avec notre président. On n'appelle même pas les rebelles de M23. Les rebelles de M23 sont réduits au même niveau que d'autres groupes armés de notre pays. Et ça, c'est un point très actif. Et tout le monde le comprend aujourd'hui. Au niveau maintenant de la commission, je crois, parlementaire des États-Unis, ils reconnaissent que le Rwanda, c'est un pays qui agresse, qui crée la RDC, qui crée l'insécurité. Et cette commission a demandé que le gouvernement américain réduise son soutien, le financement au gouvernement rwandais. Ça, c'est très positif. Donc, si c'était que le président d'abord le dit clairement au président Kagame. Et pourquoi il se cacherait à travers le président du Sénat pour le dire non? Le président du Sénat, je crois, est responsable assez, c'est responsable, c'est un grand intellectuel, c'est un grand politicien. Il le sait pourquoi il a dit, et ça n'engage que lui-même. Voilà. Et on revient quand même au pays, parce qu'aujourd'hui, cette question de l'insécurité à l'Est, elle est quand même complexe. Est-ce que vous pensez qu'à seule la MONUSCO, la paix ou le calme peut être resplendu dans la partie Est? Est-ce que le gouvernement n'a pas les moyens? Je vais sincèrement vous dire, moi, quoiqu'étant de l'ouest, de la province du Kwango, dans le Grand Bandundu, j'ai eu l'avantage de travailler pendant longtemps à travers mon ONG à l'est du pays. Je connais Baraka, Fizi, Uvira, Bukavu, Goma, Beni, Butembo, Bunia, Mahagi, Aru, partout là-bas, j'ai travaillé avec mon ONG. Ce qui vous frappe d'abord, quand vous venez d'un autre coin du pays, quand vous arrivez à l'Est, ce qui vous frappe, c'est l'essor économique de l'Est. Cette partie qui est en guerre depuis des décennies, on s'attendrait que le pays
cette région soit en effondrement. Ok. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est le contraire. Aujourd'hui, la ville de Goma, pratiquement, c'est la 3e ville du pays. À l'époque, il y avait Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Mais aujourd'hui, après Lubumbashi, c'est Goma. Allez voir les hôtels qu'il y a dans la ville de Goma. Donc, il y a des allez voir les ficelles. maisons, les villas qui poussent. Allez voir les individus eux-mêmes, comment ils vivent. Allez voir même Uvira, comment Uvira se construit, comment Bukavu se construit, comment Beni, comment Butembo, comment Bunia. Non, ça frappe. J'ai assisté à des conférences de paix à Goma avec des autres Africains qui sont venus de Bénin, qui sont venus de Burkina Faso. Ils se posaient la question, mais mon frère, c'est ça Goma, oui. Mais Goma est en guerre. Mais comment on voit tout ça? Ça vous frappe. Ça, c'est de un. C'est pour vous dire que c'est une guerre multidimensionnelle. Et cette partie de l'Est, c'est la partie la plus riche de notre pays, sinon l'une des parties la plus riche au monde. Il y a des minéraux là-bas qu'on est rare, qu'on utilise journalièrement partout et par tout le monde. Que vous viviez à Singapour, que vous viviez à Hong Kong, que vous viviez à Washington, d'ici, n'importe où. Chacun utilise le téléphone. Et c'est les matières premières de Goma, de l'Est qui sont utilisées là-bas. Les ordinateurs, les laptops que nous utilisons, c'est les matières de là. Donc, en fait, le monde entier vit avec les richesses du sang, les minéraux de sang provenant de cette partie. Donc, il y a des multinationales qui veulent que la situation de l'Est soit en insécurité, comme telle, de telle manière, parce qu'eux ont établi leur comptoir d'achat de matières premières dans les pays voisins. Donc c'est la plaque tournante. Dans les pays voisins, le Kigali, le Kampala et Bujumbura un peu. Donc il faut que cette partie soit en insécurité pour que leurs agents viennent puiser à l'intérieur du pays. Donc les multinationales, 2, les pays voisins qui trouvent leur compte, 3, les nationaux eux-mêmes, les commerçants, les fils maison de cette partie, ils sont devenus beaucoup plus riches que quand il y avait la paix dans cette partie de la République. Ils tiennent à ce que les frontières soient poreuses, qu'ils puissent traverser en clandestinité. Pour qu'ils continuent à piller. Pour qu'ils continuent à piller le pays. Si vous êtes à Mahagi, ceux qui produisent du café là-bas, ils entrent comme ils viennent en Ouganda, ils vendent. Ceux qui produisent du coltan à Goma ou à Bunia, à Bukavu, ils traversent avec ça comme ça pour aller dans des pays voisins. Donc, les commerçants, je ne dis pas que tous, mais la plupart, ils trouvent leur compte. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, il y a des hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui instrumentalisent la jeunesse. Il y a un homme politique qui a sa milice. Vous savez, toutes ces milices qui pilent là-bas, Moudundu 1, Mazembe, ceci, cela, chaque jour ça naît. C'est quoi? Ce sont des hommes politiciens, des politiciens qui ont leur milice, qui les arment, qui leur envoient l'argent et tout ce qu'il y a comme production là-bas, ils le prennent, ils le traversent dans des pays voisins, ils vont vendre. Est-ce que ces gens-là voudraient que la situation change? Le président Bozo les a dénoncés un jour au Parlement. Il a dit, vous les parlementaires de l'Est, vous qui êtes là-bas, quittez les groupes armés. Donc à ce niveau-là aussi, c'est un problème. Donc vous voyez, et puis l'inconscience aussi de notre jeunesse. Mais les ADF là-bas. Mais la plupart aussi, ce sont des jeunes qui sont dans des villages, vous les voyez le jour. La nuit, ils s'éclipsent, ils vont rejoindre ces gens-là, ils vont donner la position de notre armée, et ceci et cela, et on agit. Donc, tant que ces problèmes, tous ces problèmes ne seront pas résolus, je crains que nous puissions en avoir encore pour longtemps. Et la solution, vous allez me demander, c'est laquelle? Il y a de l'espoir maintenant. Parce qu'on ne peut pas rester toujours à dénoncer. Oui, il y a de l'espoir maintenant. Notre armée se restructure. Nous devons avoir une armée
forte. Comment on en voit? Comme à l'époque de Mobutu, une armée qui avait des avions qui faisaient trembler tout le pays voisin là-bas, qui ne pouvait pas bouger, une armée forte. On savait que si vous bougez avec les Zaïre vous frappent. Mais on aurait Mbakata, c'est parce qu'elle était équipée, l'armée de Mobutu. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Avec toutes ces rébellions là-bas, l'armée a été infiltrée. Les mixages, les remixages qu'il y a eu, les étrangers sont entrés dans notre armée. On a fait des généraux, de colonels et tout. Et la plupart de ces gens-là ont refusé d'aller dans d'autres régions du pays. Ils sont là où ils imposent la loi. Ils obéissent aux gens des pays voisins qui les instrumentalisent et aussi versent dans le commerce. Ils ne sont pas là pour maintenir l'ordre. Eux aussi ont de l'or, eux aussi vendent le coltan, eux aussi construisent des villas, des immeubles un peu partout. Voilà, et même le commun des mortels, les militaires qu'on envoie au front, ils voient que lui, chaque jour, transporte les sacs de coltan de son chef. Lui aussi fait de même à sa petite mesure, bien entendu. Donc c'est très complexe, mon frère. Nous devons nous souder, nous tous, derrière notre président de la République, derrière notre armée, et vraiment faire le front commun pour qu'un jour nous puissions vaincre ce qui se passe là-bas. Et je suis moins optimiste quand vous entendez le langage que le président de la République utilise aujourd'hui. Il ne marche pas ces mots, il indexe tous ces pays. Les accords qu'on a signés avec ces pays sont aujourd'hui gelés au niveau du Parlement. Nous avons refusé de cautionner ces accords là-bas. Et le président fait de même, il gèle tout cela. On revoit tout ce qu'il était de bonne foi. Il croyait que quand il est arrivé au pouvoir, c'est dans ce pays où il a effectué ses premières visites. Il croyait qu'avec ça, la paix allait être là. Mais vous savez, là, il y a une devise chère au président Kagame, talk and fight. Vous négociez, mais le soir vous continuez à vous battre, il gagne des positions. Donc malgré le fait qu'on est en train de négocier, nous les Congolais, nous ne devons pas rêver, nous devons rester vigilants. Et quand je vois l'élan de la population, autrefois c'était le président Kabila, c'est lui qui a mené ces gens-là, comme si c'était son problème personnel. Mais aujourd'hui la population s'est réveillée, trop c'est trop. Et l'armée aujourd'hui ne fouille plus. Les militaires rwandais, c'était comme les Arabes et les Israéliens. Il suffit qu'un militaire israélien se présente avec l'arme, les autres fouillent. Mais aujourd'hui, notre armée ne fouille plus. Aujourd'hui, notre armée se présente et monte en force. Voilà donc tous ces éléments-là me donnent de l'espoir. Mais honorable Mbakata, justement, c'est la dernière question sur ces chapitres, parce qu'on tend sûrement vers la fin de notre entretien, il y a d'autres sujets qu'on doit évoquer. Pensez-vous qu'on doit continuer avec l'option diplomatique ou on doit justement nous décider sur l'option militaire pour résoudre effectivement... Non, toutes les options doivent être mélangées. Il faut, si aujourd'hui le gouvernement américain commence à dire que le Rwanda c'est un pays agresseur, le Rwanda déstabilise la RDC, le Rwanda déstabilise d'autres pays de l'Afrique centrale, c'est qu'il y a un travail de fond qui a été fait par notre gouvernement, spécialement par notre ministre des Affaires étrangères, dont il faut louer les efforts. Donc le gouvernement a travaillé. Donc il faut que la diplomatie soit une diplomatie agissante. Au niveau de notre Parlement, il y a beaucoup de missions qui ont été aussi commanditées et qui ont vu des parlementaires d'autres pays en dénonçant tout cela. Donc la diplomatie est importante parce que pour que ceux qui alimentent le Rwanda en armes, en argent et en tout, pour qu'ils puissent nous agresser, ce n'est que par la voie diplomatique qu'on peut les décourager. Les multinationales qui soutiennent ces pays, ce n'est que par des lobbies de grandes puissances qu'on peut les interdire, qu'on peut les décourager à faire cela. Voilà, donc au même moment, l'armée aussi se fortifie, tous les moyens conjugués et la pression
interne, les Congolais à tous les niveaux, nous devons montrer que nous sommes contre ce qui se passe là-bas. Bunagana fait partie intégrante de notre pays. Personne n'a le droit de nous arracher même un seul centimètre de notre pays. C'est tous ces affaires. L'opposition politique vous accuse d'être complaisant et incompétent sur... L'opposition tiendra toujours ce même langage. La majorité actuelle, hier c'était l'opposition, la majorité actuelle, quand elle était dans l'opposition, attaquait aussi le gouvernement. L'opposition ne peut faire que ce travail là-bas. On donne l'impression que si c'était nous, on allait résoudre ce problème-là en 2 jours, 3 jours. Mais une fois au pouvoir, on rencontre d'autres réalités politiques. Donc laissez la majorité. Nous sommes en démocratie. La majorité joue son rôle. La majorité, nous la battons régulièrement et nous la battrons encore au niveau du Parlement parce que nous sommes de la majorité. L'opposition ne nous fait pas peur. Mais il y a des actions même au niveau du Parlement. L'opposition a marché avec nous. L'opposition s'est soulevée au Parlement comme un seul homme pour dire non à ce qui se passe là-bas et pour encourager notre armée, pour dire que Bendele Koyate, l'opposition était avec nous. Il faut le reconnaître cela. Alors on va parler de notre sujet honorable. Ça fait jaillir beaucoup d'encre salive. Vous le connaissez. C'est l'affaire Jean-Marc Kabounda Kabound qui était avec vous hier, qui était parmi les géniteurs de l'Union sacrée dont vous faites partie aujourd'hui. Il vous a quitté. Il a créé son propre parti et d'ailleurs, il fait l'opposition contre votre régime, allais-je dire. Jean-Marc Kabound aujourd'hui est poursuivi. Le réquisitoire du PGR est accepté, autorisé par votre bureau. Et on parle de beaucoup d'irrégularités pour les poursuites judiciaires que vous avez accordées. Le réquisitoire du PGR ne peut pas ne pas agir. Le PGR peut se saisir de n'importe quelle infraction. Le PGR, s'il apprend que vous étiez enfermé quelque part en chambre avec une femme ou une jeune fille, une action disciplinaire, une action judiciaire peut être engagée. Bien que ce n'est pas le cas, lui c'est un député national. Oui, c'est un député national. Okay. Mais il a commis ce qu'on appelle une flagrance. Ce n'est pas parce que vous êtes député national, vous pouvez prendre un couteau, vous égorger quelqu'un, vous dites que vous êtes député national. C'est pas ça de l'acharnement, la chasse aux sorcières, un règlement de compte. Vos immunités parce qu'il a dit tout agissent, ce que les autres cachent. Vos immunités agissent dans un certain cadre. Mais quand vous outrepassez, ça ne va pas. Mais qui est Jean-Marc? Moi, j'ai eu à le connaître au Parlement. Jean-Marc, c'est l'un des tshisekidistes. Si on devait le quantifier en termes de pourcentage, on dirait à 1000%. Jean-Marc disait, si vous devez toucher au président Tshisekedi, vous devez d'abord marcher sur moi. Voilà. Hier, Jean-Marc respectait le président de la République. Aujourd'hui, parce qu'il a commis de bévues sur la voie publique, et vous connaissez Jean-Marc, ce qu'il faisait. Je ne veux pas le citer. Combien de simples citoyens n'ont pas payé le prix des ajustements de Jean-Marc? Vous en avez profité pour lui régler des comptes? Nous n'en avons pas profité. La loi est là pour tout le monde. On dit si vous outrepassez, il fallait l'entendre, il fallait convoquer même la plénière. Tout cela a été mis de côté. Justement, on autorise au PGR de les poursuivre. Ça s'est passé si vite. Mais il a formé son parti politique pendant que nous sommes en vacances parlementaires. Il a injurié le président de la République. Non, vous savez mon frère, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Le président de la République, qu'on puisse l'aimer ou pas, c'est le père de la nation. Nous devons tous le respecter. Surtout en ce moment où le pays est en guerre, nous devons tous nous aligner derrière lui. Nous devons respecter le président de la République. Et Jean-Marc ne doit pas utiliser de pareils termes pour s'adresser au président de la République. Non, c'est incorrect ce qu'il a fait, c'est très grave, tout député qu'il est, il doit être poursuivi. Et si c'était au niveau du Parlement, le même Parlement qu'il a utilisé pour ramener la majorité du côté où elle est aujourd'hui, le même Parlement allait lui enlever les immunités parlementaires et on l'allait
l'envoyer devant les cours et les tribunaux. Non, Jean-Marc a outrepassé. Il aurait pu créer son parti politique calmement. Il aurait pu, à partir de son parti politique, attaquer les actions du gouvernement actuel ou les actions du président de la République. Il aurait pu dire non, selon moi, pour ramener la sécurité à l'Est, le président aurait pu faire ceci, aurait pu faire cela. On le lui accepterait, on allait l'accepter. Personne n'allait, il a outrepassé. Mais il a utilisé les injures. Il aurait pu dire avec son parti politique, non, voilà, le gouvernement actuel n'agit pas bien, les prix montent, les denrées alimentaires et tout ceci, les carburants. Ok, on allait écouter, c'est un opposant qui parle. Il y a beaucoup d'opposants dans ces pays qui parlent calmement, ils ne sont pas arrêtés. Ils agissent au niveau du Parlement, ils agissent au niveau de à la place publique, ils ne sont pas arrêtés. Mais quand vous versez dans les insanités, dans les injures contre le chef du pays, contre le président de la République, ah non. Jean-Marc Aboud a déclaré ce qui suit, je cite, « Oui, je confirme, des jets privés transportent des millions de dollars appartenant au peuple congolais dans des mallettes vers des paradis fiscaux. Luxembourg, Suisse, pour les comptes de Félix Tshisekedi. Les aéroports et douanes de ce pays sont devenus des plaques tournantes du trafic d'or, uranium, coltan, cobalt au profit de Félix Tshisekedi et sa famille. Récemment, deux de ses proches, je cite, Fortina, là c'est Jean-Marc Aboud, Fortina Bisselele et Roselyne Bombo ont expédié 300 kilos de cocaïne en province d'Italie vers l'Afrique du Sud. Etienne Tshisekedi ne s'est pas battu pour ça. C'est déclare Jean-Marc Aboud, quelqu'un qui était avec les chefs de l'État aujourd'hui. Je vous le dis simplement. Toujours des contre-vérités honorables. Oui, je vous dis ceci. S'il était un citoyen digne et noble de ce pays, il aurait pu dénoncer tous ces agissements pendant qu'il était avec le président. Vous voyez ce qu'il aurait été aujourd'hui aux yeux de tout le monde si Jean-Marc est là au Parlement, occupant son poste. Il dit, je convoque une conférence de presse. Et au cours de cette conférence, moi, Jean-Marc, je ne suis plus à côté du président de la République parce que je lui reproche ça, ça et ça. Il aurait été grand. Il aurait été grand. Mais vous, vous êtes tombé en disgrâce et maintenant vous commencez à parler. Non, mon là, c'est de l'acharnement de sa part. Non. Vraiment, qui vous tiendrait ou qui vous prendrait au sérieux en ce moment-là. Et rapidement, quel conseil avez-vous à prodiguer à l'honorable Jean-Marc Aboud, parce que sûrement il va suivre cette émission s'il passe ses services quand même. Un conseil d'un vieux, d'un aîné. Moi, c'est un jeune politicien que j'avais appris à aimer, Jean-Marc. Je vous dis, il aurait pu être un grand dans ce pays. Mais aujourd'hui, je pense qu'il s'est crié. Jean-Marc, s'il était resté loyal à côté du président Tshisekedi, s'il avait appuyé le président Tshisekedi, il allait marcher avec lui, même au courant des élections de 2023. Parce que je vous dis, moi, en tant que de la majorité, je crois et que je confesse que le président Tshisekedi sera réélu. Nous allons tout faire pour le réélire en 2023. Nous allons tout faire. Non, je n'ai pas dit ça. Nous allons voter massivement pour lui. Nous allons vous démontrer qu'il a beaucoup fait, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui. En 3 ans, oui, son bilan est positif. Si on avait beaucoup de temps, on allait étayer tout cela. Ce que vous avez dit, Tchangou, les prix montent, toutes ces réalités sociales qui ne marchent pas. Oui, mais vous savez mon frère, les pays étaient dans un gouffre. Quand vous sortez du gouffre, même vous avez fait 2-3 kilomètres du fond du gouffre, là où vous étiez. Mais Kabila aussi l'a dit, les pays étaient aussi dans un gouffre. Ah, Kabila aussi, oui. Kabila aussi, oui. Je vous dis, Kabila aussi a travaillé. Kabila, on ne doit pas vous dire que tout son bilan était négatif. Il a trouvé un pays morcelé et tout et tout. Je ne fais pas son éloge, je ne suis pas là pour lui.
Moi, je défends le bilan de notre président actuel. Et le bilan va aller en s'agrandissant positivement avec le projet de 145 territoires. Vous allez voir le développement à la base et la population va élire notre président en 2023. Si Jean-Marc était resté loyal, fidèle, les fidèles de fidèles à côté du président de la République, je vous dirais en 2028, il pouvait faire sauter ses ambitions et il allait être redoutable. Donc, il allait être un potentiel présidentiable en 2028. Vous confirmez qu'en 2023, Félix Tshisekedi va gagner haut la main les élections? Je le souhaite et nous de la majorité, nous travaillons pour cela et nous gagnerons. Nous gagnerons et je vous dis, vous m'appellerez devant votre antenne, vous allez le voir. Contrairement à ce qu'on vous dit aujourd'hui. Nous travaillons, les autres font de l'opposition. C'est facile de crier, c'est facile de dire, mais nous travaillons. Nous sommes de la majorité, nous gagnerons les élections en 2023 d'une façon loyale. C'est la toute dernière thématique de cette émission, honorable, avant de se séparer. On parle du 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC, sous l'ouverture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice, pour examiner la situation politique sécuritaire en Afrique centrale et l'appui de la région au processus de démobilisation, de désarmement, réinsertion et rapatriement des forces négatives. Quelles sont les attentes de la population? D'abord, je suis satisfait qu'une fois de plus, notre président puisse occuper de postes pareils. Il n'y a pas longtemps, il était à la tête de l'Union africaine. C'est depuis très longtemps que ce n'était plus arrivé. Ne s'était pas arrivé dans notre pays depuis longtemps. Le pays est très fréquentable. Voilà d'abord l'un des points positifs sur la diplomatie et que le président puisse occuper ce poste-là, c'est une très bonne chose. À quoi le pays va s'attendre? Mais à beaucoup de choses. Vous l'avez dit vous-même. On va parler des réfugiés pour lesquels on doit négocier pour qu'ils rentrent dans leur pays. Il faut qu'ils rentrent. Il y a des réfugiés. Le pays ici, contrairement à ce que les gens croient, moi je suis un agent humanitaire. C'est un pays de contraste, notre pays. Au même moment, nous déversons des réfugiés sur les pays étrangers. Beaucoup plus de pays étrangers déversent les réfugiés ici. Je veux vous dire qu'il y a des réfugiés ici, dans la ville de Kinshasa, la plupart des grands pays, des pays ici. Nous avons eu dans ces pays même des réfugiés libanais dans la ville de Kinshasa. Vous ne le savez pas. Et il est bon que la plupart de ces réfugiés rentrent, parce que même aujourd'hui, il y a encore des réfugiés angolais ici, il y a encore des réfugiés de la République du Congo, il y a encore des réfugiés rwandais, il y a des réfugiés sud-soudanais, il y a des réfugiés ougandais, tout ça. S'ils puissent rentrer, c'est une bonne chose. Qu'on puisse parler de l'économie entre nos pays, c'est une bonne chose. C'est en se fréquentant qu'on peut casser des barrières. C'est en construisant de l'amitié que des pays qui nous agressent peuvent faire la barrière aux aventuriers qui peuvent nous attaquer demain. Si nous avons de très bonnes relations avec tous ces pays constitueraient de murs. Une rébellion qui peut venir de l'extérieur, vouloir traverser tel pays, non. Pas ici, nous sommes un très bon pays, en très bon terme avec la République démocratique du Congo. C'est une très bonne chose. Où voyez-vous le mal? Je rappelle, mesdames et messieurs, nous avions reçu pour vous les députés nationaux Freddy Mbakata. Il est député national élu de Tchangou, du parti Palou. Il est de l'Union sacrée, honorable. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations et merci en tout cas d'avoir été disponible pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, avec le même plaisir. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra
à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.